Masechet Baba Batra Daf Dalet. On va commencer par Dalet Amoud Aleph au troisième tiers de la page. Aux deux points. Hakol Keminhag Hamedina. La Gemara maintenant va se focaliser sur la fin de la Mishnah. Après avoir décrit quels sont les différents minhagim, c'est-à-dire que dans chaque région, on utilisait des catégories de pierres, et c'est comme ça qu'on construisait les murs. Lorsqu'on a dit que deux associés qui ont décidé de se dissocier, c'est-à-dire de partager le Hatzer en deux, ils ne veulent plus vivre en communauté, mais en séparation. Alors ils vont partager le Hatzer en deux en construisant un mur au milieu. Ce mur qui va en effet empêcher le regard de l'un sur l'autre. Chacun pourra vivre sa vie librement, sans être gêné par le regard d'un étranger. Alors, quels sont les matériaux qu'il faut utiliser pour la construction du mur? On nous a donné d'abord le principe Hakol Keminhag Hamedina, en disant comme ça, Makom Shenahagu, dans un endroit où on a l'habitude de construire avec du gavil, alors gavil, gazit, gazit, kefisin, kefisin, levenim, levenim. On est bonnet et on continue et on répète Hakol Keminhag Hamedina. Tout est en fonction du minhag. Je rappelle entre parenthèses que si c'est du gavil, eh bien l'épaisseur du mur est de 6 tfachim, gazit 5 tfachim, kefisim 4 et levenim 3 tfachim. Chacun contribue à hauteur de 50% de la surface, pas seulement des matériaux et de la main-d'œuvre, les frais, mais même l'emplacement du mur. Chacun donne 50% de la surface du mur, c'est-à-dire l'espace, le sol sur lequel repose le mur, eh bien il sera juste au milieu. Chacun a contribué à hauteur de 50% de la surface du sol nécessaire pour l'épaisseur du mur. Ok. Pourquoi la Mishnah avait besoin de se répéter en disant Hakol Keminhag Hamedina? Tout va d'après la coutume. Mais on a déjà dit juste avant. Makom Shenahagu Livnot, Gavil, Gavil, Gazit, Kefisin, Levenim, Bonim. Alors pourquoi tu répètes Hakol Keminhag Hamedina? C'est que certainement on fait allusion à une nouvelle catégorie de pierres qui n'a pas été citée précédemment. Alors à quoi on fait allusion? Alors la Gemara dit Hakol et Atouye Maï, c'est pour inclure quoi? Les Atouye Atra Denahige Beotsa Vedafna. C'est pour nous dire que dans un endroit, dans une ville, où on n'a pas l'habitude de clôturer avec des murs, mais on clôture avec des Hotsa Vedafna, par exemple avec des branches de palmier, avec des roseaux, eh bien ça aussi, c'est absolument valable pour cacher la vue. Nahon, si le minhag n'est pas de construire des clôtures avec des pierres, eh bien on ne peut pas lui imposer de participer aux frais de l'acquisition de pierres, qui coûtent plus cher évidemment que des Hotsa Vedafna. Voilà, c'est ce que la Mishnah voulait nous dire au travers de cette phrase Hakol Keminhag Hamedina. Hakol, c'est pour rajouter même Hotsa Vedafna. Ensuite, la Mishnah nous avait dit également les fichach im nafal hakotel hamakom ve'avanim shel shnehem. C'est la raison pour laquelle, si jamais le mur est tombé, eh bien, l'emplacement du mur ainsi que les pierres du mur seront partagées entre les deux. Ça veut dire que chacun peut prétendre à 50% de tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire, l'emplacement du mur, eh bien, chacun va dire, moi j'ai donné 50%, je récupère mes 50% du sol.
Également les pierres. J'ai contribué pour 50% du mur, eh bien je récupère mes pierres. La Gemara dit, mais pshita, mais quel est le chidouche? Tu as dit que, en effet, ils ont apporté chacun la moitié, Nahon, des matériaux. Donc c'est évident que chacun est propriétaire de la moitié de tout. Pourquoi on a besoin de dire que si jamais le mur est tombé, alors il sera partagé entre les deux? Mais c'est d'une évidence absolue. La Gemara répond, La tzricha de nafal lirshuta de had minayu. Inami de paninu had lirshuta d'ide. Si jamais les pierres se sont retrouvées, non pas au milieu, que une partie des pierres est tombée à droite, une partie des pierres est tombée à gauche. Non, tout est tombé d'un côté. Ou bien, par exemple, pendant la nuit, même si c'était tombé, par exemple, au milieu, il y en a un des deux, pendant la nuit, il est venu, il a pris toutes les pierres, il les a mis de son côté. Le matin, on se réveille, et il dit, Moray Verabotay, toutes ces pierres-là, c'est à moi. Eh bien, on lui dit, non, monsieur. C'est à moitié, 50-50. C'est-à-dire que, normalement, on a une règle. Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'autre de l'argent ou un bien, eh bien, c'est à lui d'apporter une preuve. En l'occurrence, il y en a un qui dit à l'autre, les pierres qui sont chez toi, 50% c'est à moi. L'autre lui dit, mais non, les 100% sont à moi. Il n'y a rien qui n'est à toi. Eh bien, normalement, pour pouvoir soutirer de l'autre, il faut amener des preuves. Il faut des témoins. Ici, on n'a pas besoin de témoins. Ici, étant donné qu'il pouvait lui imposer la construction, eh bien, certainement, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que chacun a apporté la moitié du nécessaire. Si chacun a apporté la moitié du nécessaire, donc évidemment que c'est moitié-moitié. La Gemara poursuit son analyse de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé de 3 surfaces, de 3 endroits différents. Soit le Hatzer commun, soit la Gina, soit le Sadé. Hatzer, c'est un lieu dans lequel on vit, puisque chacun habite chez soi, mais la cour, elle est commune aux deux. En effet, on a une vie quotidienne dans le Hatzer. C'est là-bas qu'on va bricoler, qu'on va prendre son barbecue, qu'on va faire toutes sortes d'activités. Donc là-bas, on vit. Par contre, il y a la Gina. La Gina, c'est le potager, c'est-à-dire le champ dans lequel on cultive des légumes. En effet, dans la Gina, on va souvent cueillir des légumes et il nous arrive de nous croiser. Tandis que le Sadé, c'est un champ de céréales, on a peu de chances de se croiser parce que chacun va à un autre moment et on n'y va pas quotidiennement, on n'y va pas régulièrement comme on va à la Gina, ou bien à plus forte raison, comme on va dans le Hatzer. C'est la raison pour laquelle la notion du Hezek Re'iya, vous vous rappelez, on a dit que le regard étranger, le regard des autres me gêne. J'aime pas que les gens me regardent quand je fais des choses de ma vie. Je veux vivre librement. Je veux pas que les gens me regardent. Nachon, eh bien, cette sniout, on en a besoin beaucoup plus dans un Hatzer que dans une Gina, et beaucoup plus dans une Gina que dans un Sadé. C'est la raison pour laquelle on a dit, d'abord on a parlé de Hatzer, et on a dit que chacun peut imposer à l'autre la construction d'un mur pour se séparer et pour aussi s'abriter du regard d'autrui. C'est-à-dire de mettre un mur pour empêcher le regard de l'autre. D'ailleurs, la hauteur du mur est de 4 coudées, ce qui dépasse
la taille humaine pour empêcher le regard. Mais la Mishnah continuait en disant Vechen bagina. Et là, je vous invite à regarder parce que la subtilité, elle est grande et il faut absolument qu'on sache de quoi on parle. En plus, qu'il y a une mahloket dans la Gemara, comment interpréter ces phrases. Donc, il est très important de compter les mots. Regardez. Vechen bagina. Makom shenahagu ligdor. Mehayvin oto. Aval babika. Makom shenahagu shelo ligdor. En mehayvin oto. Et la imratza connaissent les torchelo. Ou bonnet ve'ose hazit mibahutz. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים שלו. אם עשו מדעת שניהם בונים את הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. Rappelons donc qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième moitié de la Mishnah. D'abord on nous dit Vechen begina. Pareil pour un jardin de légumes, un potager. Que quoi? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Makom shenahagu ligdor mehayvin oto. Dans un makom, dans une ville où on a l'habitude de faire un guéder, alors on peut lui imposer. Mehayvin oto. Et on continue en disant Aval babika makom shenahagu shelo ligdor en mehayvin oto. Tandis que dans la vallée, c'est quoi la vallée? C'est la rase campagne où il y a des champs de céréales. Pourquoi on plantait des céréales dans la vallée? Parce que la vallée elle est toujours humide. Puisque c'est une cuve, c'est en contrebas de la montagne, donc automatiquement, exact, aussi il y a moins de soleil pour déshydrater le sol, bravo. Alors automatiquement, dans la vallée, on a des céréales. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la vallée? Est-ce qu'on peut imposer l'un à l'autre la construction d'un guéder entre les deux pour pas croiser le regard d'autrui, le regard de l'autre? La réponse, on nous dit comme ça. Aval babika makom shenahagu shelo ligdor en mehayvim oto. C'est-à-dire dans un endroit où on n'a pas le minhag ou plutôt dans le minhag de ne pas mettre de mur, de clôture, eh bien il ne peut pas l'obliger. Si tu as envie de le faire, eh bien tu rentres chez toi, c'est-à-dire tu construis dans ton domaine. L'épaisseur de la clôture du mur sera dans ton domaine. Tu ne peux pas imposer à l'autre ni de contribuer aux matériaux, ni de contribuer à l'emplacement. Tu construis chez toi et tu mets hazit mibahutz. C'est quoi hazit mibahutz? Eh bien, tu mettras un signe distinctif, comme quoi c'est toi qui l'as construit tout seul chez toi, avec ton argent. Et tu mets à hazit un signe distinctif. Comme ça, si un jour la clôture tombe, le mur tombe, c'est toi qui vas garder tout ça pour toi. Alors, la Mishnah nous dit quand même que si jamais ils se sont mis d'accord de construire ensemble, alors ils mettront un hazit de part et d'autre, un signe distinctif de part et d'autre pour savoir que c'est les deux qui l'ont construit en commun accord et qu'ils ont tous les deux 50% de la propriété du mur. Pour Rabbi Rabotai, qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'on vient d'apprendre? Ce qui gêne, c'est qu'on nous dit que la guina, dans un endroit où on a le minhag de clôturer, alors il peut lui imposer la clôture. La bika, c'est-à-dire un champ de céréales, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de clôturer, il ne peut pas lui imposer la clôture. C'est de la blague. Finalement, ça revient à dire la même chose. C'est-à-dire que tu me dis, la guina, dans un endroit où on a l'habitude alors tu peux imposer.
le sadé dans un endroit où on n'a pas l'habitude, tu ne peux pas imposer. Mais ça revient en même. Parce que dans ce cas-là, tu aurais dû dire la guina et la bika, tous les deux, dans un endroit où on a l'habitude, eh ben, il peut lui imposer. Dans un endroit où il n'a pas l'habitude, il ne peut pas lui imposer. Il n'y a pas de différence entre guina et bika. Alors, la question est de savoir quelle est la différence finalement entre guina et sadé. L'un, c'est un champ de légumes et l'autre, c'est un champ de céréales. Mais au niveau de la clôture, est-ce qu'on peut imposer à l'autre, au voisin, une participation aux frais de la construction du mur ? Oui ou non? Eh bien, on te dit, pour la guina, si on est dans un endroit où on a l'habitude de clôturer, oui, tu peux lui imposer. Pour le champ de céréales, si tu es dans un endroit où on n'a pas l'habitude de construire, de clôturer, tu ne peux pas lui imposer. Mais ça veut dire que c'est exactement pareil. Pourquoi tu as parlé de la guina séparément et du sadé séparément? Le champ de légumes ou le champ de céréales, pourquoi tu parles séparément? Finalement, le principe, il est le même. Ça dépend du minhag. Si ça dépend du minhag, alors, si c'est le minhag, aussi bien dans sadé comme dans guina, tu peux lui imposer la participation aux frais de la construction du mur pour se séparer. Et si on n'a pas de minhag, eh bien ni pour la guina, ni pour le sadé, tu ne peux lui imposer. Alors on ne comprend pas pourquoi la Mishnah a dit ce qu'elle a dit. Elle a parlé de guina séparément, de sadé séparément, mais finalement le principe il est le même. C'est une question de minhag. On ne comprend rien du tout dans ce qu'elle a dit la Mishnah. Alors maintenant la Gemara va poser carrément une autocontradiction de la Mishnah. Et elle va dire encore avec plus de subtilité que la question que je vous ai posée. Hagufa Kashia. La Mishnah s'auto-contredit. Pourquoi? Amart, tu as dit au début, Vechen Begina, Makom Shenahagu Ligdor, Mehayvin Oto. À propos de la Gina, c'est-à-dire un potager, un champ de légumes, dans une ville, dans une région où on a l'habitude de clôturer, mais Hayvin Oto. Réhouven peut imposer à son voisin Shimon la participation aux frais de la construction du mur. Hastama en me Hayvin Oto. La Gemara fait une déduction et elle dit du fait que la Mishnah ait dit qu'on ne peut imposer l'un à l'autre la construction du mur pour se séparer uniquement dans un makom chez Nahagou, dans une région où on a l'habitude de clôturer entre les champs, entre les jardins de légumes. Mashma, que si on est dans un endroit stama, où il n'y a pas de minhag, par exemple un makom nouveau, une nouvelle région qui vient d'être habitée, on n'a pas de minhag. Alors, en mehayvi moto. Car tu as dit qu'on est mehayev, on peut imposer et obliger le voisin à participer aux frais, que s'il y avait un minhag positif, un minhag de construire, de clôturer, c'est là que tu peux lui imposer. Mais si c'est stama, c'est quoi stam? Un makom neutre, un makom où il n'y a ni minhag positif, ni minhag négatif. C'est pas qu'on est dans un endroit où tout le monde le fait, ou personne ne le fait. Non, on est dans un endroit nouveau. Il n'y a ni tout le monde, ni personne. On est dans un endroit nouveau. Stama, un endroit neutre. Alors, dans un endroit neutre, on peut imposer à l'autre, oui ou non? Réponse, non. Pourquoi? Parce que la Mishnah a dit qu'on ne peut imposer que dans Makom chez Nahagou, que dans une région où il y a un minhag notoire, une coutume répandue. Mais s'il n'y a pas de coutume déjà instaurée, eh bien tu ne peux pas lui imposer. Donc ce qui veut dire que stama, l'eau. C'est quoi stama? Un lieu neutre, où il n'y a pas de minhag. L'eau, c'est quoi l'eau? C'est quoi non? Tu ne peux pas imposer. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a terminé cela, et massifa. Lisons la suite de la Mishnah. Aval bika makom shenahagu shelo ligdor en mehayvin oto. À propos de la bika, c'est-à-dire un champ de céréales, si on est dans un endroit où on n'a pas le minhag de clôturer, en mehayvin oto.
si on est dans un endroit où on n'a pas le minhag de clôturer entre les champs, eh bien Réhouven ne peut pas imposer à Shimon, son voisin, une participation aux frais de la construction du mur pour séparer les champs. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans quelle ville, dans quelle région où on n'a pas le minhag? Hastama mehaivinoto. Sous-entendu que si on est dans un lieu neutre, dans un endroit nouveau, qui est nouvellement habité, nouvellement installé, eh bien, on ne peut pas l'obliger. Au contraire, on peut l'obliger. Au contraire, on peut l'obliger. Puisqu'on a dit que si on est dans un endroit où on a le minhag de ne pas clôturer, alors là, on ne peut pas lui imposer. Mashma que si c'est un endroit neutre, on peut lui imposer. Ok? Alors maintenant, regardez comment la Gemara va soulever une kouchia terrible. Regardez la kouchia de la Gemara, comment elle est belle. Un raisonnement d'a fortiori. Comment tu peux dire une chose pareille? Hashta, stam gina, amartlo, stam bika mibaya. La Gemara pose la question suivante. Si déjà, stam gina, tu ne peux pas lui imposer une clôture, à plus forte raison que stam bika, c'est sûr que tu ne peux pas lui imposer la clôture. Alors comment on nous enseigne le contraire? Et pourquoi? D'où il sort ce Kal Vachomer? Sur quoi est basé ce raisonnement d'a fortiori? Écoutez bien, c'est quoi la logique? C'est quelque chose de grand, on ne peut pas imposer, forcément un truc plus petit qui est privé. Pourquoi qui vous a dit que le potager il est plus petit que le champ de céréales? Peut-être qu'il est encore plus grand que le champ de céréales. Le potager c'est plus commun, c'est plus. Voilà. C'est plus fréquenté. Voilà, c'est ça ce que je voulais entendre. Il y a un problème ici en général. Quel est le problème dont on a parlé jusqu'à présent? Hezek Reiya, le dommage causé par le regard d'autrui, c'est-à-dire la gêne occasionnée par le regard d'autrui. Est-ce que cette gêne-là est considérée comme un nézek, comme un dommage, à tel point qu'on peut imposer à l'autre une participation aux frais de la construction du mur pour retirer son regard? Eh bien, Moraï Verabotaï, on a dit que pour le Hatser, oui. Mais qu'en est-il de la Guina et qu'en est-il de la Bika? Alors, la Guina, on se croise moins que dans un Hatser. Dans la Guina, on ne se voit pas tous les jours. C'est uniquement lorsqu'on va aller cueillir des fruits et légumes. Et, n'est-ce pas? Dans le Hatser, on est là-bas presque toute la journée. Mais dans la Guina, on est là-bas que rarement. Mais dans le sadé de céréales, encore plus rarement. Donc on a encore moins de chances de se croiser. Donc où me gêne le regard? Il me gêne beaucoup dans le Hatser. Il me gêne aussi dans la Guina, mais beaucoup moins dans le sadé. Alors si déjà, pour Stam Guina, tu as dit on ne peut pas lui imposer, Stam Guina, tu ne peux pas lui imposer la participation aux frais, Kal Vachomer, que pour le champ de céréales, tu ne devrais pas lui imposer. Et or maintenant, d'après ce qu'on a déduit de la Mishnah, quand on déduit de la Recha et on déduit de la Sefa, la Recha c'est Guina, la Sefa c'est Bika, eh bien on obtient quoi comme résultat? Que Stam Guina, on ne peut pas imposer, Stam Bika, on peut imposer une participation aux frais de la construction du mur. C'est complètement illogique et inverse. On a renversé la vapeur totalement. C'est juste impossible, improbable. Alors comment comprendre la Mishnah? Là, on va avoir deux pirouchim, Abaye et Rava. Rava va réfuter le pirouche de Abaye. D'abord, Abaye va dire comme ça. Et il dit Vechen begina. Il faut rajouter un mot, entre parenthèses. Vechen begina stam. Dans le Hatser, Réhouven peut imposer à Shimon la participation aux frais de la construction d'un mur pour se séparer afin de se protéger du regard du voisin, pour s'abriter de la vue de l'autre. Il peut lui imposer participation aux frais. Vechen begina stam. Abaye dit que pour le potager, même si on n'a pas de minhag précis qui impose la construction d'une clôture, il peut lui imposer, même dans un endroit neutre. Ginastam.
Par contre, dans la Bika, Aval Bika qui se trouve, Aval Bika qui se trouve Ubemakom Shenagu Ligdor Babika, Mechayvin Oto. Et pour la Bika qui se trouve dans une région où on a le minhag de clôturer, Mechayvin Oto. Sous-entendu que Stam, Bika Stam, en Mechayvin Oto. Gina Stam, Mechayvin Oto. Bika Stam, en Mechayvim. Mais Bika, Bemakom Shenahagu, c'est comme Gina Stam et on est Mechayev Oto. Rava lui dit, c'est beau mais c'est faux. Pourquoi? Amarle Rava imken may aval. Si c'est comme ça, si tu me dis que déjà, dans cette phrase, on a déjà parlé de Bika, Aval Bika bemakom shenagu ligdor mechayvim oto. Alors pourquoi c'est écrit Aval Bika bemakom shenagu shelo ligdor en mechayvim oto? Mais la Bika qui se trouve dans un endroit où on n'a pas le minhag de construire une clôture, de clôturer, alors on ne peut pas l'obliger. Ne me dis pas le mot aval. Quand tu dis aval, mais, ça veut dire que tu parles de quelque chose de nouveau. Mais la Bika, mais d'après toi, Abaye, on vient juste de parler de Bika, donc le mot aval n'a pas sa place. Selon toi, Abaye. Et là, Rava, c'est la raison pour laquelle Rava va donner une toute autre interprétation à la Mishnah, une interprétation qui apaise le cœur et l'esprit. Et là, Rava, Achikatane. Voici le sens de la Mishnah. Vechen stam gina kemakom shenahagu ligdor dami umechayvim oto. Aval stam bika kemakom shenahagu shelo nahagu dami ve'en mechayvim oto. La Mishnah, quand elle a parlé de Gina et elle a parlé de Bika, quand nous on avait lu la Mishnah, on s'est arrêté au premier degré de la lecture. On a cru qu'on parlait de Gina bemakom shenahagu et Bika bemakom shelo nahagu. C'est pas ça du tout. Rava donne une interprétation lumineuse qui brille comme le soleil, trop beau. Écoutez le pérouche de Rava. Rava dit Gina et Bika dont parle la Mishnah, c'est Gina Stam et Bika Stam. C'est-à-dire, si on est dans un makom chez Nagu pour Gina et Bika, Chayav, mais Chayvim Oto. Si c'est makom chez Lonahagu pour Gina et Bika, Lo Mechayvim Oto. Mais qu'en est-il dans makom Stam, dans un endroit nouveau, et on n'a pas de minhag, ni pour Gina, ni pour Bika. On n'a pas de minhag, ni positif, ni négatif. C'est neutre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Gina, oui. Bika, non. Et pourquoi? Parce que dans la Guina, on se croise souvent, alors que dans le champ de céréales, on se croise que très rarement. Voilà la raison pour laquelle, ici, il y a Hezekreiya plus dans la Guina que dans la Bika. C'est la raison pour laquelle Guina Stam Mechayvim Oto, alors que Bika Stam Lo Mechayvim Oto. Parce qu'il n'y a pas de Hezekreiya dans le Sadé. Mais c'est ce qu'on avait compris au début de la Mishnah, non ça? Hein? Je ne comprends pas pourquoi Rava, il ne peut que confirmer ce qu'avait dit la Mishnah, non? Rava vient nous expliquer la Mishnah parce qu'elle était incompréhensible. Il y a quelques minutes, on a soulevé une incompréhension dans la Mishnah. Vous vous rappelez qu'on est arrivé à une aberration. C'est-à-dire que quand on a déduit de la Recha, on a obtenu que Gina Stam en Mechayvim Oto. Quand on a déduit de la Sefa, on a obtenu quoi comme résultat? Que Bika Stam Mechayvim Oto. Alors on a dit, mais c'est renverser la vapeur, c'est contraire à la logique. Car si déjà dans Gina, où il y a plus de Hezek Reiya que dans Sadé de céréales, si déjà dans Gina tu me dis que non, il n'y a pas de Riyuv, à plus forte raison que dans Sadé, il ne devrait pas y avoir de Riyuv. Alors comment on est arrivé à un paradoxe pareil? La réponse, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. La Mishnah, il faut comprendre qu'on parle de Gina Stam et Bika Stam.
Alors, qu'est-ce que veut dire la Mishnah? Gina stam kemakom shelo nahagu. Pardon, kemakom she nahagu ligdor. Kemakom she nahagu ligdor. C'est ça la kavana makom she nahagu. Il faut rajouter le kaf. D'après Rava, il faut rajouter le kaf. Comme. Et quand on arrive à Bika, c'est-à-dire un champ de céréales, il faut rajouter aussi le kaf. Kemakom shelo nahagu. Donc, il ne faut pas traduire par Bemakom, mais Kemakom. C'est trop beau. C'est trop beau. Je ne sais pas, normalement, il faudrait danser maintenant, les amis. Hein, j'espère qu'après, on organise une belle danse. Be'ezrat Hashem. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Qu'en est-il si on est dans Makom chez Nahagu? Makom chez Nahagu pour Gina. Makom chez Nahagu pour Bika. Est-ce que Mechaïvim? Oui, Chayav. Très très bien. Si on est dans Makom chez Lo Nahagu pour Gina, Makom chez Lo Nahagu pour Bika, Chayav ou pas Chayav? En Mechaïvim Oto. Il n'est pas Chayav de participer aux frais. Maintenant, quel est le din dans un Makom Stam? Stam pour Gina et Stam pour Bika. Quel est le din? Très simple. Gina Stam, oui. Bika Stam, non. Parce que à cause de Riyah. Ezegriya, il y a plus de Ezegriya dans Gina que dans Bika. Ok les amis et les frères, on avance. Alors la Mishnah nous a dit que dans un endroit où on ne peut pas imposer à l'autre la participation à la construction du mur, alors si malgré tout ça me gêne et je veux absolument clôturer, alors je le ferai à mes frais et je le construirai dans mon domaine. Je ne peux pas demander à l'autre de donner la moitié de l'épaisseur du mur au niveau de l'emplacement. Alors l'emplacement sera le mien, les pierres seront les miennes, tout est à moi, mais pour s'en souvenir, comme ça si jamais le mur tombe, alors qu'on sache qui est-ce qui a construit, il faut mettre un signe distinctif. Comment on appelle le signe distinctif? Hazit. Hazit. Moi, on aurait dit que Hazit, ça veut dire Hazit, Re'ia, mais Rachid dit que Hazit, c'est l'extrémité. On met ça dans l'extrémité du mur. Et qu'est-ce qu'on met dans l'extrémité du mur? C'est quoi la hazit justement? On va... Alors moi je vous avais dit peinture pour vous faciliter l'imagination, l'illustration. Mais là maintenant nous allons parler de hazit avec exactitude. Et à quoi sert le signe distinctif? C'est qu'il puisse récupérer. Si jamais le mur tombe, il pourra tout récupérer. Mais... le signe distinctif, il est écrit dans la Mishnah, on sait Hazit mi bahutz, c'est-à-dire ce signe distinctif, il sera fait à l'extérieur, c'est-à-dire non pas du côté de la personne qui a construit le mur, mais justement le Hazit sera dans le revers, dans le verso, pas dans le recto, mais dans le verso. Ce signe distinctif sera mis justement du côté du voisin. Et la question qui se pose, quelle est la raison pour laquelle on fait ça comme ça? D'abord, première question, c'est quoi le hazit? De quel signe distinctif s'agit-il? Et deuxièmement, pourquoi on le met mi barutz et pas mi bifnim? Alors les amis, oubliez tout ce qu'on a appris le premier jour, à savoir Hazit. Maintenant, ouvrez l'éventail de la sagesse, ouvrez grand l'esprit, une largesse d'esprit pour pouvoir accepter des nouveautés. Ça veut dire que la personne, elle aime bien vivre sur ses acquis. On est beaucoup plus apaisé quand on reste sur nos connaissances premières. Il n'y a pas d'effort. Mais non, l'effort, c'est d'apprendre du nouveau dans l'ancien. Ce qui est plus dur, c'est d'apprendre des nouveautés dans l'ancienneté. Quand c'est tout nouveau, tout beau. Quand c'est ancien, c'est ancien. Mais apprendre du nouveau dans l'ancien, c'est plus dur. Comment la Gemara appelle ça? Il y a un proverbe. Kasha atika mehadeta. Il est plus difficile d'apprendre de l'ancien que du nouveau. Pourquoi? Parce que l'ancien, tu crois que tu connais. Alors, tu n'as pas la capacité d'ouvrir
ton éventail au niveau de la compréhension. Tov. La Gemara, premièrement, demande Maï Hazit. C'est quoi ce signe distinctif en question? Amar Avuna, Akfele, les karna, les barres. C'est qu'il va courber le sommet vers l'extérieur, vers le voisin. Non pas vers lui, mais vers le voisin. C'est-à-dire qu'il va faire comme un L. Le mur, il est droit, mais au sommet du mur, il va y avoir un retour, Hazak ou Baruch. Il va y avoir un retour de manière à ce qu'il va y avoir une grande épaisseur au niveau du sommet du mur, mais cette épaisseur-là, cette excroissance, elle se situe dans la partie externe du mur, c'est-à-dire chez le voisin. C'est ça, Hazit. Akfeye, les karna, les barres. C'est quoi bar? Extérieur. Bara. La Gemara pose la question, elle dit Venavid milegav. Pourquoi le signe distinctif, tu le mets du côté du voisin? Pourquoi du côté du voisin? Mais au contraire, qu'il le mette de son côté à lui, puisque c'est lui qui a construit le mur. La Gemara répond Avid havre nami milebar ve amar didi ve dideu. Nous craignons l'escroc. Imaginons que le voisin est un truand et il voudra voler la moitié, 50% du mur. Comment il va faire? Eh bien, il va épaissir aussi le sommet du mur de son côté et il va dire tous les deux, on a construit à hauteur de 50-50%. Et c'est comme ça que, en fait, la moitié, maintenant que le mur est tombé, moitié pour lui, moitié pour moi. On se partage. Il dit, comment ça? Il dit, mais moi j'ai construit tout seul. Il dit, c'est pas vrai, on l'a construit tous les deux. Qui dit vrai? Eh bien, on ne sait pas. Parce qu'on voit une hazit des deux côtés. C'est pour ça que Hachamim ont dit, un malin et demi. L'escroc, tu n'arriveras pas. Dafka, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que celui qui construit le mur, il met le signe distinctif chez l'autre. Comme ça, on sait que si c'est chez l'autre, à qui appartient le mur? Eh bien, au premier, pas au deuxième. On met le siman chez le deuxième pour savoir que le mur appartient au premier. Parce que si le premier, il met le siman chez lui, eh bien, le deuxième aussi, il va mettre le même siman chez lui. Et après, on va dire, le mur à qui il appartient? Aux deux. Et comment il va pouvoir le faire? Eh bien, il va le faire en cachette, parce que l'autre, il ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Il sait que Réhouven ne peut pas voir ce qu'il fait comme méfait. Et donc, lui, il pourra falsifier sans que l'autre se rende compte. C'est pour ça que Hachamim ont dit non, quand on construit le mur, d'emblée, le retour, le rebord, il sera de quel côté? Du côté inverse. Et maintenant, il ne peut plus rien faire. Parce que l'autre, s'il veut trafiquer le deuxième, de quel côté il va mettre le rebord? Du côté du voisin, il ne peut pas rentrer chez lui. Et s'il rentre, il va se faire voir. Et maintenant, la Gemara pose une question prévisible. Elle dit Ihachi hashtanami gaïs le havre ve'amar didi ve'dideu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit attends, qu'est-ce que tu as gagné de mettre le signe distinctif, le retour vers l'extérieur? Pourquoi tu ne l'as pas fait à l'intérieur? Parce que tu as peur de l'escroc, que lui fasse une escroquerie. Et il va faire la même chose de son côté. Et il va dire, tous les deux, nous l'avons construit ensemble. Alors, la Gemara dit, mais l'escroc, même maintenant, il peut encore mentir. Comment? Il va prendre un rabot, et il va raboter, et il va couper tout le retour, toute l'épaisseur du mur, tout ce qui dépasse, il va le sectionner, il va le couper. Et donc, après, on va voir un mur fin, et simple, un mur simple, sans aucun retour. Et lui, il va dire, tous les deux, on l'a construit. Si jamais le mur, il tombe, il va dire, tous les deux, on l'a construit. Vous voyez, c'est un mur simple. Alors, si tu crains l'escroc, là aussi, tu n'as pas paré à toutes ces malices et manigances. La Gemara dit Gizuza midayadia.
S'il a coupé, ça se voit. On voit très bien que tu as raboté ici. On voit très bien que tu as trafiqué là. C'est pas un mur normal ici. On voit que le mur, il avait un retour et qu'il était beaucoup plus épais à ce niveau-là. Et toi, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as redressé pour avoir le même niveau. Mais on voit très bien que tu as coupé. Donc le malin ne pourra pas jouer avec ça. Première version du débat de la Gemara. Deuxième version. Ika de Amré. Certains disent Amar Rav Huna Mikfa Lekarna Milegav. Rav Huna dit en fait le retour il n'est pas vers l'extérieur, il est plutôt vers l'intérieur. Milegav. La Gemara dit Veni'abad Milebar. Pourquoi est-ce qu'il épaissit le mur et il y a ce retour vers l'intérieur? Il devrait le faire vers l'extérieur. La Gemara dit non. Gaïz lechavre. Ve'amar didi ve'dideu. Nous craignons que le voisin coupe le sommet du mur, c'est-à-dire qu'il prenne un rabot et qu'il lime et qu'il polisse le haut. Nous craignons, c'est pour ça qu'il faut le faire de l'intérieur et pas de l'extérieur. La Gemara dit Iachi. Hashtanami laifle havre ve'amar didi ve'dideu. La Gemara dit si c'est un retour vers l'intérieur qui est le signe distinctif, comment? Il fait comme ça, comme un L au sommet, n'est-ce pas, comme un L. Si c'est comme ça, lui aussi, de son côté, il peut faire pareil. Il peut lui aussi épaissir de son côté. Et en augmentant de son côté. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un mur comme un T. Au lieu d'avoir un mur comme un L, comme ça, on va avoir un mur comme un T, c'est-à-dire épais de ce côté, retour de ce côté, retour de ce côté. Il peut toujours dire, tous les deux on a construit ensemble, on devrait se partager 50-50. Nahon. Alors pourquoi tu ne crains pas l'escroc? Tu crains l'escroc. Alors tu as dit, l'escroc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut couper. C'est pour ça qu'il faut que ce soit de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais si déjà tu crains l'escroc, même maintenant tu n'as pas paré à son escroquerie, car de la même façon que le vrai constructeur avait construit un retour vers l'intérieur, l'autre aussi peut construire un retour vers l'extérieur, et après un jour il dira, mais vous voyez, il y a un signe des deux côtés. Et lui le pauvre, le vrai constructeur, il n'a pas vu. Quand ce truand-là, il a rajouté au sommet du mur un retour, il n'a pas vu. Nahon, parce qu'il était chez lui. Alors, juste 2 secondes. Alors la Gemara dit, réponse, nous ne craignons pas qu'il rajoute. Pourquoi? L'ipoufa midayadia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit qu'il fait une forme de L. En fait, regardez bien Rabbi Shimon, c'est pas vraiment une forme de L, c'est plus un Y. Regardez. Ça s'appelle épaissir le sommet pour avoir un retour. Ça, c'est du côté du constructeur. D'après Rav Huna, Mikfa lekarna milegav. Cette courbe-là, on l'obtient de l'intérieur, du côté du constructeur. Pas de l'extérieur comme la première explication. Nahon. D'après la deuxième version, c'est ce que dit Rav Huna. Alors la Gemara pose la question, selon cette version, pourquoi est-ce que nous ne craignons pas aussi que lui aussi rajoute de son côté? D'après cette version, tu me dis qu'on le fait d'un côté, du côté du constructeur, pour justement parer à l'escroquerie. Mais l'escroquerie, elle est toujours possible, car en effet, l'autre lui aussi peut rajouter au sommet du mur une épaisseur. Et c'est comme ça qu'il va dire que c'est lui. La Gemara dit, l'ipoufa midayadia. Le rajout, c'est quelque chose qui se voit. Et donc il ne pourra pas mentir. Parce que quand c'est d'origine construit,
directement avec une épaisseur au sommet, ça fait partie intégrante du mur, avec la courbe. Mais quand tu rajoutes, après, que tu colles du ciment pour faire croire que, eh ben, ça se voit tout de suite. Et donc on remarque. Voilà pourquoi. Donc on y va. La Gemara pose la question, elle dit Vehami bahutz katane. Je comprends pas comment, d'après cette version, Ravuna a pu dire que le constructeur il met la hazit de l'intérieur, met les gaves de l'intérieur, de son côté. Mais pourtant dans la Mishnah il est écrit mi bahutz, vers l'extérieur. La réponse, il n'y a pas de réponse. Kashia, c'est une couchée à bombe. Rabotai, je vais terminer juste avec ça. Comment Ravuna a pu contredire la Mishnah? Dans la Mishnah c'est écrit mi bahutz. Comment lui il peut dire mi bifnim? La réponse, c'est que mi bahutz, lui, Ravuna, il a compris que c'est mi hutz la kotel. Ça veut dire qu'on a un mur, ou bien là ici dans cet exemple, on a le mur et l'excroissance, elle est en dehors du kotel. Voyez-vous? Donc vers l'extérieur. L'extérieur du mur, pas l'extérieur du domaine, l'extérieur du mur. C'est-à-dire quand on a un mur et on a un clou, le clou il est à l'extérieur du mur, par exemple. Donc ici le mot extérieur, c'est relatif à quoi? Est-ce que c'est relatif à son domaine? Alors l'extérieur de son domaine, donc c'est chez le voisin, c'est dans le revers du mur, ou bien lui il n'a pas compris comme ça, il a compris mais de l'extérieur du mur. Voilà, c'est à l'intérieur de son domaine mais à l'extérieur du mur. Mais pourquoi la Gemara a dit kashia? Parce que dans ce cas-là, on aurait dû dire mihutz la kotel, et non pas mi bahutz. Quand tu dis bahutz, ça veut dire dans le domaine de l'extérieur. Alors maintenant que Ravuna nous a enseigné que le signe distinctif, la hazit, qui est la preuve que l'un des deux a construit tout seul le mur dans son domaine et à ses frais, en faisant un petit L, c'est-à-dire qu'il va épaissir le sommet du mur vers l'extérieur selon une opinion, ou vers l'intérieur selon une autre opinion. On avait vu deux versions pour Ravuna. Eh bien, en effet, c'est ça le signe distinctif. C'est que le sommet du mur est épaissi au moment de la construction du mur. D'accord. Rabbi Yochanan dit, il y a un autre signe qui est également valable. Rabbi Yochanan Amar Nish'ayeh Be'amta Milebar. C'est-à-dire, dans tout le sommet du mur, on va recouvrir la dernière coudée sur toute la longueur du mur, une une coudée au sommet du mur. Ça va être recouvert de ciment ou de plâtre, c'est-à-dire mettre quelque chose qui va montrer à tout le monde que celui qui a construit ce mur, c'est une personne. Celui qui a mis ce signe à l'extérieur de son domaine. La Gemara demande, mais pourquoi il va le mettre à l'extérieur? Vénaravid, mais les gaves, il n'a qu'à mettre ce signe-là de son côté. À lui, c'est lui qui a construit. Alors qu'il mette le signe de son côté. Pourquoi à l'extérieur, chez le voisin? Réponse à Avid, Havre, Milebar, Ve'amar, Didi, Ve'dideu. Si il met le signe à l'intérieur, eh bien son voisin, un jour ou l'autre, il peut être très malin. Et qu'est-ce qu'il pourra faire cet escroc? Il pourra mettre lui aussi un signe. Il va mettre du ciment au sommet du mur, sur toute la longueur, la dernière coudée, il va la cimenter, mettre une couche d'argile ou de ciment, et il va dire, nous l'avons construit ce mur tous les deux. Donc si un jour il s'écroule, il va dire, les pierres, elles sont à 50% à lui, 50% à moi. L'emplacement du mur, 50-50. La preuve, c'est qu'il y a deux chazit
pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça que Hachamim, intelligemment, ils ont paré à ce problème. Comment? Ils ont dit le signe distinctif, il doit être à l'extérieur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire l'escroc? Il ne peut rien faire. Il ne pourra pas rentrer chez le voisin pour aller mettre lui aussi une hama parce qu'il va se faire attraper tout de suite. La Gemara dit Yachi hashtaname de kapile havre ve'amar didi ve'dideu. Pourquoi dis-tu que tu as paré au problème? Mais en fait, tu n'as pas paré au problème, car il peut éplucher le mur, c'est-à-dire il peut gratter toute cette couche que son ami a rajoutée au sommet du mur, n'est-ce pas, comme a dit Rabbi Yohanan, qui va mettre une amma sur toute la longueur de tite, de ciment. Eh bien, ce malin, il peut prendre un grattoir et il gratte. Alors, la Gemara dit Kiloufa midariyadia, c'est-à-dire que si il va éplucher le mur, c'est-à-dire gratter le sommet pour retirer cette couche, eh bien ça va se voir. Le grattage va laisser des traces. Automatiquement, on va voir qu'il y avait ici, en fait, un ciment. Il y avait toute une couche de ciment là-haut. Et il a gratté. Donc ça ne passera pas inaperçu. Il ne pourra pas truander. Très bien. La Gemara pose la question. Hutsa. Quel est le din de Hutsa? C'est-à-dire que si jamais le minhag Medina n'était pas de construire des murs en dur, mais les clôtures, c'était avec Hutsav et Daphna, en osier. Si ce sont des clôtures en osier, alors quel signe distinctif peut-on mettre pour démontrer que c'est seulement l'un des deux qui a construit et pas les deux en même temps? Vous vous en souvenez, on avait appris à la fin de la Mishnah Hakol keminhag Medina. Que veut dire Hakol keminhag Medina? Tout est en fonction du minhag, l'habitude de la région. Si on a l'habitude de construire Gavil, Gazit, Kefisin, Levenim, Nachon, mais on avait vu en plus une phrase Hakol keminhag Medina. Tout va d'après la coutume. Et on s'était posé la question, mais pourquoi tu as rajouté cette phrase inutile une fois que tu as déjà donné tous les détails? Gavil, Gazit, Kefisin, Levenim. Alors pourquoi tu rajoutes Hakol keminhag Medina? C'est pour faire allusion à des clôtures en osier. Behutsav et Daphna, du palmier, toutes sortes de branches, de roseaux. Alors, même dans ce cas, on aura le même din, exactement pareil. S'ils se sont mis d'accord, alors ils vont construire à hauteur de 50% des frais de la part de chacun. Sinon, par exemple, dans le sadé, où on a dit qu'on ne peut pas imposer à l'autre, car dans un stam sadé, un sadé qui se trouve dans une région où il n'y a pas de coutume précise, on considère qu'il n'y a pas de Ezek Re'ia. On se voit que rarement. Donc il n'y a pas d'occasion de croiser le regard de l'autre. C'est pourquoi stam sadé kemakom shelo nahagu dami. C'est comme dans un endroit où on n'a pas le minhag. Et dans un endroit où on n'a pas le minhag de clôturer, alors on ne peut pas imposer. Si on ne peut pas imposer et que moi j'ai quand même tout de même envie de construire, qu'est-ce que je fais? Eh bien c'est à mes dépens, c'est à ma charge. C'est moi qui faut acheter le matériau et je vais construire dans mon domaine et pas au milieu du domaine des deux. Eh bien, ok, on a compris quel était le siman, la hazit, le signe distinctif pour un mur en dur. Qui est-ce qui se rappelle? C'était quoi le siman pour un mur en dur? Hein? Bravo!
Alors, mahloket, on avait vu d'après Rav Huna que c'était en épaisseur, bravo, c'est-à-dire comme un genre de Y, comme on avait vu, un genre de L ou Y, ou bien d'après Rabbi Yohanan, carrément, après avoir construit le mur, on rajoute une coudée de ciment. Nachon. Alors, Behemet, les Mefarshim disent que ce n'est pas une mahloket. Chacun a proposé un autre siman, mais il n'y a pas de mahloket vraiment. En tout cas, tout cela, c'est bien beau au niveau d'un mur en dur. Mais comment on peut mettre un siman, un signe distinctif, dans une clôture en osier? Quel siman tu peux mettre? La Gemara répond, Amar Rav Nachman, ça nous fait yereche milebar. Pour le hutsa, c'est-à-dire de branches de feuilles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça nous fait yereche milebar. C'est quoi milebar? On a déjà dit que bar, c'est bara, c'est à l'extérieur. Nachon? Bra, à l'extérieur. Alors, milebar vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous fait yereche. On va être mesanef. Ça veut dire quoi? C'est que quand on voulait mettre une clôture d'osier, alors d'abord on avait des poteaux, des piquets, des pieux. On avait des poutres, des barres verticales. Et on allait attacher les branches en osier, on allait les attacher à ces poutres. On a une base, mais après il faut remplir l'espace entre les poutres. Quand on attachait l'osier, c'était pas très long toujours. Donc il fallait ensuite attacher les extrémités. Ça veut dire que pour faire une liane qui est longue, comme une longue corde, alors il faut rattacher bout à bout. N'est-ce pas? Il va y avoir des nœuds. Le nœud au niveau des extrémités de ces branches, n'est-ce pas? Les nœuds, de quel côté ils vont être les nœuds? Vers l'extérieur chez le voisin ou bien vers l'intérieur chez celui qui a construit à ses frais? Vers l'extérieur. Ça nous fait yereche milebar. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi pas de l'intérieur? Venez avid milegav. Pourquoi on ne ferait pas ces nœuds vers l'intérieur, c'est-à-dire du côté de celui qui a construit tout seul cette clôture? La même réponse. Avid nami havre milebar ve amar didi ve didehu. Faut pas faire les nœuds vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire le gros malin? Il va rattacher lui aussi des branchettes en osier marron ou de palmier et il va faire lui aussi des nœuds. Et on va avoir des pics, on va avoir des nœuds des deux côtés. Et il va dire Didi Vedidehu. Cette clôture, on l'a construite en commun accord. Et la preuve, c'est que vous avez des attaches, des nœuds des deux côtés. Alors, pour parer au problème de l'escroquerie, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des nœuds que du côté de l'extérieur. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter des nœuds. Au contraire, il est en train de conforter la position de l'autre. Donc, il ne pourra rien faire. La Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il ne pourra rien faire, mais il peut couper? La Gemara dit, Iachi hashta nami gaiz veshadele. Mais maintenant, il peut couper les pointes et comme ça, on n'aura aucun signe distinctif. Pourquoi tu dis que tu as fait ça, les nœuds vers l'extérieur, pour parer au problème de l'escroquerie? Non, le problème est toujours présent. Hashtanami. Alors la Gemara répond, Mashrik letina. Non seulement
qu'on va mettre les nœuds vers l'extérieur, mais en plus on va rajouter de l'argile, du ciment, pour sceller les extrémités, de manière à ce qu'une fois qu'on a fait le nœud et tout ça, ça y est, finish. Alors maintenant, la Gemara dit, Hashtanami, ate havre ve kalifle, il peut enlever le ciment et couper. Il peut enlever le ciment. La Gemara dit, Kiloufa midayadiya. Éplucher le ciment, il ne pourra pas de partout. Il y aura toujours des traces de ciment quelque part qu'il n'a pas remarqué. Et le jour voulu, eh bien, on pourra regarder et dire, ah, menteur, escroc, truand, tu as essayé d'enlever le ciment, tu n'as pas réussi à enlever de partout. Donc, ce sera un moyen de parer à l'escroquerie du voisin. Abaye Amar Hotza Litleta Kanta Ela Bishtara. Abaye a dit, tu sais, une clôture en osier n'a pas vraiment de solution par rapport au problème de l'escroquerie. Ça ne servira pas à grand-chose, ce qu'on vient de dire. Les extrémités, on va les nouer vers l'extérieur et ensuite mettre du ciment. Parce que le malin, il peut tout enlever. Il peut tout couper. Tu veux savoir qu'est-ce qui peut parer au problème? Shtara. C'est quoi shtar? Un acte signé par 2 témoins. Qu'est-ce qu'ils ont signé les 2 témoins? Que c'est Réhouven qui a construit chez lui à ses frais et pas Shimon. Maintenant Réhouven, il a un shtar comme preuve que c'est lui. Donc d'après Abaye, il n'y a que ça. La Gemara maintenant va terminer le sujet de la Mishnah en analysant le dernier détail. On avait vu dans la Mishnah que dans un endroit où on ne peut pas imposer l'un à l'autre la participation à la construction, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit tout seul, si on le souhaite, mais à sa charge, mais on met un signe distinctif. Maintenant, que faire si finalement ils se sont mis d'accord? Et en commun accord, ils ont construit le mur au milieu, entre les 2 domaines, ça veut dire chacun a contribué à 50% de la surface du mur, c'est-à-dire de l'emplacement, et en plus, ils ont tous donné 50% des matériaux, de la main-d'œuvre, mais étant donné qu'on est dans un endroit où on ne pouvait pas imposer, mais que proposer, et que finalement ça a été fait en commun accord, comment peut-on le savoir? Eh bien, on mettra un hazit d'un côté et de l'autre. Un signe distinctif des 2 côtés, comme signe qu'ils ont construit en commun accord et qu'ils sont propriétaires de 50%. Alors la Gemara pose une question légitime. Si c'est ainsi qu'ils se sont mis d'accord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre un signe d'un côté et de l'autre? Alors on n'a qu'à mettre aucun signe. Pourquoi se prendre la tête avec un signe supplémentaire? Tu ne mets pas de signe, car lorsqu'il n'y en a qu'un seul qui a construit, il doit mettre un signe. Mais lorsque c'est les 2 qui ont construit, alors on devrait dire, c'est pas la peine de mettre de signe, car l'absence de signe est une preuve que ça a été construit en commun accord, en association. La réponse à Marley, la tsericha de kadim had minayhu ve'avad dide ve'ilo avid havre amar didehu. La réponse, c'est que la Mishnah ne parle pas d'une situation d'a priori, mais la Mishnah elle parle d'une situation d'a posteriori. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été consultés, les rabbins. S'ils avaient été demandés au Dayan, que faire maintenant qu'ils ont fait en commun accord? Alors le Dayan aurait dit, c'est pas la peine de mettre de siman. L'absence de siman est une preuve que c'est vous 2 qui l'avez construit ensemble. Mais là, on parle de quelqu'un d'ignorant qui n'a rien demandé à personne. Alors, il agit hâtivement. Il a mis un signe.
Tellement il avait peur de perdre ses 50%, il a dit, au moins j'ai une preuve que moi j'ai participé aux frais. Et il a mis un signe. Alors maintenant on dit à l'autre, si toi tu ne mets pas de signe, eh bien finalement tu vas être perdant, car le jour où le mur tombera, il va dire que tout était à lui. Maintenant, a posteriori, puisque lui a mis un signe, toi aussi mets-en de ton côté, et donc c'est comme ça qu'on va avoir un signe de chaque côté. Maintenant la Guémara pose la question, elle dit, quoi? Et maintenant on est en train de nous donner ici un, comment on appelle ça, Takana le Ramaï, Amarle Vetana Takanta le Ramaï, Kamash Ma'alan. Le Tana, il vient nous enseigner comment faire pour parer à l'escroc. C'est-à-dire quoi? Le bonhomme a construit, il a mis un signe distinctif. Qu'est-ce que tu dis à l'autre? Mets-en toi aussi. Pourquoi? Parce que sinon, le Ramaï, l'escroc, il pourra t'escroquer. Quoi maintenant? La Mishnah commence à nous donner des halakhot pour les Ramaïm par rapport au Ramaï. Vetana takanta les Ramaï kamash ma'alan. Il lui dit, pourquoi tu es étonné? Veresha lav takanta les Ramaïhu. J'ai pas compris. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? On nous a enseigné pareil. C'est quoi? On nous a dit que si jamais le bonhomme, l'associé, le voisin, ne veut pas participer aux frais, tu ne peux pas lui imposer, parce qu'on est dans un sadé, stam sadé, kemakom shenahagu sheloligdor. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas construire chez toi, à tes frais, et tu mettras un signe distinctif. On a bien enseigné que tu vas mettre un signe distinctif. Et pour qui on met un signe distinctif? C'est pour le Ramaï. Car si tous les gens étaient honnêtes, eh bien il n'y a plus de problème. On n'a plus besoin de signes distinctifs. Toute l'histoire du Hazit, c'est bel et bien pour le Ramaï. Alors la Guémara répond très joliment et elle dit, Amarle, bish la marécha tanadina, ou mishum dina tanatakanta. Et la sefa dina katane de katane takanta. C'est-à-dire, il lui a dit, dans la Récha, il y avait une raison pourquoi on a parlé de Hazit. Bien que Hazit, un signe distinctif, c'est pour parer à l'escroquerie, mais on en a parlé agave. En même temps qu'on nous a donné une halakha, alors on nous a donné aussi un conseil pour parer aux escrocs. Mais là, on ne t'enseigne pas de halakha. On te donne juste un conseil par rapport aux escrocs. Est-ce que le Tana n'a rien à faire que de venir te donner des conseils pour parer aux escrocs? Quand le Tana il vient pour t'enseigner des halakhot, il peut au passage te donner un conseil. Mais il ne va pas écrire que des conseils. Ce n'est pas un livre de conseils, le chasse. C'est un livre de halakhot. Alors, c'est pour cela qu'il lui dit, ma question, elle est toujours en vigueur. Je n'ai pas compris. On nous dit que si jamais ils se sont mis d'accord pour construire ensemble la clôture entre les deux sadot, alors, étant donné que chacun investit 50% des frais, alors on mettra un signe de part et d'autre. Pourquoi on a besoin de nous dire ça? C'est pour parer à l'escroquerie. Mais on vient nous donner maintenant des conseils pour parer aux escrocs. Alors, il lui a dit, mais même déjà à la Récha, on nous a donné un conseil de Hazit. Il a dit, dans la Récha, il y avait une halakha et aussi un conseil. Mais dans la Sefa, il n'y a qu'un conseil. Il n'y a pas de raison. Alors, regardez. La réponse à cette question, pourquoi on nous a parlé de Hazit, de part et d'autre, c'est parce qu'ici, on parle de Hotse. On parle d'une clôture qui est faite en osier et pas un mur en dur. Et on est venu nous dire que même dans comment on appelle ça, une clôture en osier,
on doit mettre un signe distinctif et on peut mettre un signe distinctif et ça marche. Pour exclure l'opinion de Abaye. Abaye a dit que pour une clôture en osier, on n'a pas de solution pour parer aux escrocs. La seule solution, c'est aller chez le notaire et faire signer 2 témoins pour dire c'est lui qui a construit le mur, Réhouven, et pas Shimon. Sinon, tu peux rien faire. Eh bien, c'est faux, car la Mishnah dit que oui, on met Hazit de part et d'autre. Où est-ce qu'on nous dit ça ? Par rapport à quoi on nous a dit ça ? Pas par rapport à un mur, parce qu'un mur en dur, tu viens m'enseigner, tu viens me donner des conseils. C'est pas, le chasse n'est pas un livre de conseils. C'est pour nous dire une halakha, que même pour le mur en osier, en effet, s'il a construit de son côté, il mettra Hazit d'un côté. S'ils ont fait en commun accord, Hazit de part et d'autre. Et Hazit, c'est pas un shtar, c'est des nœuds et ainsi de suite. Les nœuds avec ciment, les deux, nœuds plus ciment. Alors maintenant, les amis, là je vais vous poser une question piège. Allez, on va voir si vous réfléchissez. Dites-moi, quel est le din ? Qu'est-ce que dirait Abaye ? On a dit maintenant que la sefa de la Mishnah, c'est pour exclure ce qu'avait dit Abaye. Abaye a dit qu'il n'y a pas de solution pour une clôture en osier. La seule possibilité de prouver qu'on était seul à le construire, c'est le shtar. Ou en commun accord, le shtar. Alors on vient nous dire maintenant le contraire. Rabotaï. Et Abaye, lui, c'est un Émora. Comment il a compris la Mishnah ? C'est bien beau de dire que la Mishnah, elle est venue exclure Abaye. Mais Abaye, c'est un Émora. La Mishnah, c'est des Tanaïm. Alors, si on dit que la Mishnah exclut Abaye, ça veut dire exclut l'opinion de Abaye. Alors Abaye lui-même, comment il a compris la Mishnah ? L'Émora expliquait la Mishnah. Comment il va comprendre la Mishnah ? L'Émora ne peut pas comprendre la Mishnah. Alors, comment il a compris cette Mishnah ? On vient de dire que la Mishnah, elle exclut le Émora Abaye. Alors moi, je pose la question, Abaye, c'est un Émora, comment il peut contredire une Mishnah ? Alors, écoutez ce que dit... Il ne contredit pas, il vient mettre... Mais la Gemara dit que la Mishnah est venue exclure Abaye. Mais on ne peut rien faire, Abaye. Alors, Tosfot, c'est Tosfot qui pose la question, c'est le premier Tosfot de la page. La Poukemide Abaye. Ve Abaye Savar, des Shapir Itle Lemit, Netakana, Katakanta le Ramay. Tosfot disent que Abaye te dira qu'en effet, la Mishnah est venue te donner un conseil pour parer aux escrocs. Pour lui, c'est pas difficile. C'est-à-dire, pour lui, Abaye, c'est pas étrange. Ça ne lui paraît pas étrange que la Mishnah nous ait donné un conseil. Même si ce n'est pas une halakha qu'elle t'enseigne, la Mishnah, en te disant de mettre un hazit de part et d'autre, ce n'est pas une halakha qu'on t'enseigne, c'est un conseil. Eh bien, ce conseil, on te l'enseigne parce que juste avant t'enseigner un conseil. Alors quoi, le chasse, c'est un livre de conseils ? Tu dis non, car le conseil précédent, c'était lié à une halakha. Donc on t'a donné din et takanta, une halakha et un conseil. Et après, puisqu'on t'a déjà donné un conseil, alors après on t'a donné une situation où il n'y avait que juste un conseil qu'on t'a donné par rapport à une situation donnée, bien qu'il n'y a pas de halakha, ce n'est pas grave. La Mishnah t'a donné un conseil, point à la ligne. Bon, Abaye a conseil alors, ça veut dire ? Au contraire, Dafka Abaye te dit que la Mishnah est venue enseigner qu'un conseil, pas une halakha. Selon Abaye, la fin de la Mishnah n'est pas du tout, on ne parle pas du tout d'une clôture en osier. Selon Abaye, on parle d'un mur en dur. À la fin de la Mishnah, on parle d'un mur en dur. Et on te dit, si tu l'as construit tout seul, mets un signe de l'autre côté. Si vous vous êtes mis d'accord pour ce mur, mettez un signe des deux côtés. Et alors là, on a posé la question
Takanta les Ramaï. Il n'y a pas de halakha ici, il y a juste un conseil. Quoi, la Mishnah n'a rien à faire que nous donner des conseils? C'est un livre de halakhot, non? Alors, à cause de cela, on a le Pirouche qui dit que c'est Hotsa. C'est qui? Ravina. Amar Ravina, Hacha behotse askinan. Ravina, à cause de cette question, parce qu'il dit, il n'est pas possible que la Mishnah nous enseigne juste un conseil. C'est sûr qu'elle nous enseigne une halakha. Donc on parle de Hotse. Alors si c'est Hotse, alors en effet il y a une halakha. Mais d'après Abaye qui dit que Hotse en lotakana, Nachon, il n'y a rien à faire. Alors de quoi on parle? Eh bien on parle d'un mur en dur. Un mur en dur. Et qu'est-ce que vient nous dire la Mishnah? Si tu l'as construit tout seul, tu mettras un siman de l'extérieur. Si vous l'avez construit en commun accord, alors que vous n'étiez pas obligé, personne ne pouvait imposer à l'autre, eh bien vous mettrez un hazit de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Un conseil. Alors Abaye dit, et alors? On te donne un conseil. Il n'y a pas de halakha. Mais étant donné que juste avant on t'avait donné un conseil par rapport à une halakha, eh bien on a conclu en te donnant un conseil qui n'a aucun rapport avec la halakha. Vous voyez comment Tosfot explique Abaye? C'est très joli. Nouvelle Mishnah. Hamekif et havero mishalosh ruchotav vegadar et arishona vet ashnia vet ashlishit en mechayvim oto. Rabbi Yossi Omer im hamad vegadar et arivi'it megalgelin alav et akol. Maintenant que nous avons appris qu'on ne peut pas imposer dans un sadé la construction d'un mur de séparation, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si tu veux construire, construis chez toi, à ta charge, à tes frais. C'est ce qu'a fait Réhouven. Lui, Réhouven avait acheté 3 champs tout autour du champ de Shimon. Shimon avait un champ qui était entouré de 3 champs. Les champs de Réhouven. Réhouven dit à Shimon, veux-tu participer aux frais de la construction d'une clôture entre nous deux? 1, 2, 3. Il lui dit non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Car le 4e côté, il est totalement ouvert. Je vais me retrouver encerclé de 3 côtés, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Juste éviter ton regard, mais je ne suis pas à l'abri de l'intrusion des intrus indésirables qui proviennent de l'extérieur. Alors, ça ne m'intéresse pas de participer aux frais. Qu'est-ce qu'a fait Réhouven? Il a dit, tu ne veux pas? Il n'y a pas de problème. Moi, je construis chez moi. 1, 2, 3. Donc maintenant, Shimon, il est entouré de 3 côtés. Est-ce qu'il est obligé de participer à hauteur de 50% des frais de la construction? Pas du tout. Maintenant, regardez la suite de la Mishnah. Je reprends la Mishnah depuis le début. Hamekif et havero, celui qui a entouré son voisin. Mishalosh ruchotav, des 3 côtés des points cardinaux. Vegadar et arishona, il a mis le geder, le premier geder. Ve'et hashnia, 2e geder. Ve'et hashelishit, 3e geder. En mechayvim oto, on ne peut pas l'obliger à participer. Rabbi Yossi Omer, im amad vegadar et arevi'it, megalgelin alav et akol. Rabbi Yossi va dire, si finalement il a construit le 4e côté, alors là, rétroactivement, on le condamne à participer aux frais même des 3 premiers. C'est-à-dire que si maintenant il est fermé, c'est-à-dire entouré des 4 côtés, donc il jouit, il profite
des 3 premières clôtures. Comment il jouit? C'est que maintenant, il est à l'abri de tout. Pas seulement qu'il est à l'abri des regards de Réhouven, mais ce Shimon, maintenant qu'il est totalement clôturé, il est très content, car il n'y aura pas d'intrus indésirable qui pourra pénétrer son champ. Étant donné qu'il profite, il doit participer à 50%, à hauteur de 50%. Maintenant, Megalgelin Alav, ça c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Im Amad Vegadar et Arevirit, Megalgelin Alav et Akol. D'accord? Regardez la Gemara. La Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Megalgelin Alav et Akol? Rétroactivement, on l'oblige à participer aux frais des premières clôtures. Au début, on ne pouvait pas l'obliger. Mais maintenant qu'il profite d'une fermeture complète, alors maintenant, on lui impose une participation rétroactive à 50%. Alors la Gemara dit, regarde, la Gemara nous donne une mahloket. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. D'abord, halakha qui est Rabbi Yossi. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi, qui a dit qu'on lui impose rétroactivement une participation aux frais des premières clôtures. Des Amar Im Amad Vegadar et Arevirit, que si maintenant il a clôturé le 4e côté, Megalgelin Alav et Akol, eh bien rétroactivement, on lui impose participation à la totalité. Alors la Gemara, regardez ce que la Gemara dit. Loshna Amad Nikaf, Loshna Amad Mekif. Qu'est-ce que dit Shmuel? Il interprète ce qu'a dit Rabbi Yossi. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Si il a clôturé le 4e côté, alors il doit participer à 50% de tout. Les amis, qui est-ce qui a fermé le 4e côté? C'est qui lui? Le dernier, Est-ce que c'est le Mekif ou le Nikaf? Est-ce que c'est celui qui a entouré, c'est celui qui est autour, ou bien c'est celui qui est entouré? Est-ce que c'est Shimon qui est Nikaf, ou bien est-ce que c'est Réhouven qui est le Makif? Je répète, c'est qui le Mekif? C'est Réhouven qui avait 3 champs autour de Shimon. Shimon, il s'appelle le Nikaf, l'entouré. Alors, qu'est-ce que nous dit Shmuel? La halakha, elle est comme Rabbi Yossi, qui a condamné le Nikaf à participer à 50% de tous les frais des premières clôtures. Pourquoi? Tant qu'il ne profitait pas vraiment, parce que le 4e côté était ouvert, alors on ne peut rien lui demander. Mais maintenant qu'il profite, alors il faut qu'il participe. Mais qui est-ce qui a fermé le 4e côté? Shmuel dit Loshna, ça ne change rien. Que ce soit Réhouven ou que ce soit Shimon. Que ce soit Réhouven qui a fermé le 4e côté ou que ce soit Shimon qui a fermé le 4e côté, le Shimon il ne peut pas dire à Réhouven mais je t'ai rien demandé. Toi, tu viens et tu me fermes le 4e côté et après tu viens et tu me dis, tu vois, grâce à moi, tu profites, tu es bien en sécurité, hein? Personne ne peut pénétrer, aucun intrus indésirable, c'est grâce à moi. Et après, qu'est-ce que tu me dis? Allez, paye la moitié des frais. Mais moi, je t'ai rien demandé. Oui, malgré tout, étant donné qu'il profite, et que l'autre a payé pour ça, il ne peut pas lui dire « je t'ai rien demandé ». Il doit payer la moitié de son profit. Alors maintenant, ça c'est Rabbi Yossi qui l'a dit. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yossi, que d'après Shmuel, loshna mekif, loshna nikaf. Alors maintenant, la Gemara nous cite une mahloket, à savoir, quand Rabbi Yossi a dit qu'il doit payer la moitié des frais,
est-ce que c'est vraiment la moitié des frais? C'est parce qu'il y a les autres aussi, non? Alors, il n'y a que 2 personnes. Alors, est-ce que c'est vraiment la moitié des frais? Alors, écoutez ça. Selon une version, on va voir tout de suite que oui, il payera 50% des frais réels. Par exemple, s'il avait construit un mur en dur, eh bien, ça coûte cher, les pierres. Mais s'il a construit une clôture en roseau, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yossi? Quand Rabbi Yossi a dit que on le condamne rétroactivement à participer à 50% des frais, c'est-à-dire qu'il doit donner 50% des frais rétroactivement, mais si le premier il a construit des murs qui étaient onéreux, quoi, il doit payer aussi 50% des murs onéreux? Alors il y en a un qui dit non, tu ne peux pas le condamner à payer 50% des frais réels, des murs en dur, uniquement de ce qu'il profite. Il profite de quoi? D'une clôture. Lui, il peut dire, moi, ça m'aurait amplement suffi. Une clôture en roseau, une clôture, une barrière en osier. Alors, si tu veux que je te paye 50%, je te paye 50% en roseau. Ce qu'on appelle des mécanimes, le prix des roseaux. Et même pas le prix des roseaux au marché. Des mécanimes bézol, pas cher. Combien c'est pas cher? C'est 1/3 de moins. Si par exemple, au marché, on paye 30 shekels la botte de roseau, eh bien il doit payer par rapport à un prix de 20 shekels. C'est quoi bézol? Tu enlèves 1/3. Au lieu de... Imaginons que au marché c'est 30 shekels, 1/3 de moins c'est 20 shekels. Alors combien il va payer ce monsieur? 10 shekels. Parce que la moitié, 50-50. Toi tu as payé 10, moi je paye 10. Donc c'est comme ça qu'il payera que la moitié de mécanique bézol. Ça selon Rabbi Yossi, d'après une opinion. D'après la deuxième opinion, non, Rabbi Yossi le condamne à payer 50% des frais réels. Puisque maintenant il profite d'un mur en dur, eh bien il doit payer rétroactivement 50% des frais réels. On va lire ça dans la Gemara. Itmar. Il a été enseigné au Beth Midrash. Ravuna Amar, Akol lefi Mashegadar. Hiyabarav Amar, Akol lefi Mekanim Bezol. D'après Ravuna, c'est 50% des frais réels. D'après Hiyabarav, c'est 50% d'une clôture en roseau pas cher. La Gemara maintenant va analyser pour voir qui est-ce qui a raison. Est-ce que Rabbi Yossi il parlait des 50% des frais réels rétroactivement, ou bien il parlait de mécanim bezol, des roseaux pas chers. Regardez comment la Gemara va analyser. Tenan, on a appris dans notre Mishnah, Hamekif et Havero Mishalosh Rohotav, celui qui a entouré l'autre de 3 côtés, c'est-à-dire Réhouven qui a acheté 3 champs tout autour du champ de Shimon. Vegadar et Arishona, Vetashnia, Vetashnishit, et il a construit première clôture, deuxième, troisième. En mehayvin oto. On ne peut pas condamner Shimon à participer aux frais. Harevi'it mehayvin oto. On peut en déduire que d'après Tanakama, si il a construit le 4e côté, 4e clôture, donc il est entouré de partout, il est hayab de participer. Vous entendez? Quelle est la déduction faite des paroles de Tanakama? Écoutez ce qu'a dit Tanakama, répétez ce qu'a dit Tanakama. Si on a été Si Réhouven a clôturé autour de Shimon des 3 côtés, alors on ne condamne pas Shimon à participer. Très bien. Si Shimon construit... Il n'y a pas écrit plus que ça. Dans la Mishnah, dans les paroles de Hachamim, dans les paroles de Tanakama, il n'y a écrit que ça. Qu'est-ce qu'on en déduit? On ne sait pas qui c'est qui a fait. Non, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit quoi? On en déduit Que s'il construit. Bravo!
C'est que ça Oh, bravo! On en déduit que si il a construit le quatrième côté, il devra participer, puisqu'on a dit s'il a construit 1, 2, 3, il ne participe pas. On ne peut pas le condamner à participer. D'accord? Parce que le quatrième côté est totalement ouvert. Donc, on en déduit du fait que s'il n'a construit que 3, on ne peut pas l'obliger à participer. Mashma, sous-entendu que s'il a construit 4 murs, s'il a construit le quatrième mur, il peut l'obliger à participer. Ça, c'est qui? Tanakama. Et après, qu'est-ce qu'on lit dans la suite de la Mishnah? Rabbi Yossi Omer, Im Gadar, Im Hamad, Ve Gadar et Tarevi'it, mais Galgelin Alav et Akol. S'il a construit le quatrième côté, alors dans ce cas-là, on l'oblige à payer rétroactivement la participation aux frais, 50% de... Alors, Ribono Shel Olam, a priori, il n'y a plus de mahloket, parce que c'est blanc bonnet, bonnet blanc, car ce que dit Rabbi Yossi, clairement, explicitement, c'est ce qu'on a déduit des paroles de Tanakama implicitement. Vous avez compris, les amis, Rabbi Yossi, finalement, il ne rajoute rien, car ce qu'il dit, il a dit explicitement, certes, mais nous, on n'avait pas besoin de Rabbi Yossi, car nous, on l'a déduit tout seul des paroles de Tanakama. Alors on ne comprend pas quelle est la mahloket. Car de ce qu'a dit Tanakama, je déduis que implicitement la kavana de Tanakama, c'est que c'est seulement si il a construit que 3, il n'est pas hayav de participer. Mashma que s'il a construit 4, il doit participer. Alors c'est ce qu'a dit Rabbi Yossi Agli. Rabbi Yossi n'a rien dit de... Il n'a rien dit de plus. Il veut dire peut-être quelle que soit la nature de la clôture. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Voilà quelqu'un qui recherche. Vous recherchez, bravo. La Gemara va nous donner 4 interprétations possibles. Tellement la question, elle est légitime, qu'il faut absolument trouver un point de divergence entre Rabbi Yossi et Tanakama. Parce que sinon, il n'y a pas de mahloket. Eh bien, il faut bien trouver un point de divergence. À quel niveau ils sont divergents? Alors, regardez la beauté. Regardez la beauté de l'analyse de la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Ema Sefa, quand je lis la fin de la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Im Hamad, Vegadar et Tarevi'it, Megalgelin, Alav et Akol. S'il a construit le quatrième côté, rétroactivement, on lui impose la participation aux frais de tout. Bishla Malé Rav Huna, encore d'après Rav Huna, De Amar Akol et Fima Shegadarba, Hainu, Deka Ben Tanakama, les Rabbi Yossi. Tanakama Savar, Akol et Fi, de Mekanim Bezol, In, Mashegadar, Lo, Ve Rabbi Yossi Savar, Akol et Fi Mashegadar, et la Lehia Barav. De Amar Hakol et Fid Mekanim Bezol, Maïka Ben Tanakama, les Rabbi Yossi. Id Mekanim Bezol Lokaya Ivle, Maïkaya Ivle. C'est extraordinaire. C'est trop beau. Régalez-vous, les amis. Alors, d'après Rav Huna, qu'est-ce qu'a dit Rav Huna? Il a dit Hakol et Fima Shegadar. Rabbi Yossi, quand il a dit Megalgelin Alav et Akol, maintenant on lui impose rétroactivement une participation aux frais de tout. Qu'est-ce que ça veut dire de tout? Les filles Mashegadar. Même s'il a construit des murs en dur, il devra participer à hauteur de 50% des murs en dur. C'est qui dit ça? Rabbi Yossi. Alors de là on déduit que Tanakama, qui avait dit aussi pareil, mais Galgelin Alav et Akol, par déduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hakol? Hakol, les filles de Mekanim Bezol. C'est-à-dire que, selon Tanakama, tu ne peux pas lui imposer 50% des frais de mur en dur, tu ne peux lui imposer que 50% d'une clôture en roseau. Tanakama dit, le bonhomme il peut te dire, moi ça me suffit, une clôture en osier. Pourquoi tu veux que je te paye 50% de murs sophistiqués comme ça, en dur et tout ça? Moi je veux pas.
Ça, c'est un akama. Rabbi Yossi dit, non. Tu profites de murs en dur, tu me payes maintenant 50% des murs en dur. Mais Galgelin alav et akol. Ça, c'est d'après Rav Huna. Mais d'après Hiya Barav, qui a fait dire à Rabbi Yossi, qu'est-ce que ça veut dire Megalgelin alav et akol? De Mekanim Bezol. Rétroactivement, il va participer à quel frais? Pas des murs en dur. Même s'il a construit des murs en dur, ce Réhouven, Shimon participera à hauteur de 50% d'une clôture de roseau, en jonc, en osier. Alors ça c'est Rabbi aussi. Alors qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Puisqu'on a déduit implicitement que Tanakama voulait dire implicitement que oui, il doit participer à hauteur de 50% des frais, puisque Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a construit 1, 2, 3, il n'est pas obligé de participer. Sous-entendu que s'il lui a construit 1, 2, 3, 4, alors il doit participer. À hauteur de quoi? 50%. Mais de quoi? Quel matériau? Certainement le minimum, de Mekanim Bezol. Alors Tanakama il dit de Mekanim Bezol, et Rabbi aussi dit de Mekanim Bezol. Alors où est la marloquette? J'ai un problème. Alors la Gemara pose une question bombardesque à Hiya Barav. Hiya Barav, tu ne peux pas faire dire à Rabbi aussi que Megalgelin alav et akol, les filles de Mekanim Bezol. Parce que si c'est cela qui doit payer, d'après Rabbi aussi, alors il n'y a plus de mahloket avec Tanakama, car même Tanakama dit la même chose. Parce que si ce n'est pas... et d'où on sait que Tanakama dit la même chose? D'où on le sait? Parce que de Tanakama, on a déduit qu'il faut qu'il participe à quelque chose. Et or, on ne voit pas qu'est-ce qui peut être moins cher que de Mekanim Bezol. Car si ce n'est pas de Mekanim Bezol, alors il est condamné à quoi d'après Tanakama? Rabbi aussi dit 50% de Mekanim Bezol, d'une clôture en osier pas cher. Et Tanakama il dit quoi alors? Il nous a bien fait comprendre qu'on le condamne à quelque chose, 50% de quelque chose. Alors moins que ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Moins que de Mekanim Bezol, qu'est-ce qui peut exister? Eh bien, la Gemara dit, oui, il existe. Écoutez quelque chose d'incroyable. Iba itima agar netira ikabenayu. Tanakama savar agar netira in dmekanim bezol lo. Rabbi aussi savar dmekanim bezol. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le prix d'un gardien. Le prix d'un gardien, c'est moins cher que la construction d'une clôture en osier tout autour. Étant donné que Tanakama a dit, implicitement, on le condamne à quelque chose, mais on ne savait pas quoi, on a cru que c'était le prix de la clôture en osier. 50% de mieux, pas du tout. Tanakama dit, on lui impose au moins participation aux frais d'un gardien qui va garder le champ. Et 50% des frais d'un gardien, c'est ça ce qu'il doit payer. Parce que l'autre, il va lui dire, écoute, tu profites grâce à ma clôture, tu aurais bien payé un gardien pour surveiller. C'est pas cher. Alors il lui dit, alors donne-moi au moins ça. Grâce à ma clôture, tu n'as pas besoin de payer le gardien. Alors paye-moi ce que tu aurais payé, c'est-à-dire 50% des frais d'un gardien. Nous deux, on aurait payé. C'est encore moins cher. Mais Rabbi aussi dit non, il payera 50% de Mekanim Bezol. Même s'il a construit, Réhouven, 4 murs en dur, l'autre il payera 50% de clôture en osier. Donc voilà comment Hiya Barav pourra expliquer la divergence entre Rabbi Yossi et Tanakama. Alors Rabotai, maintenant je vous pose la question rien que pour tester votre compréhension. Dites-moi, d'après Rav Huna, quel est le point de divergence entre Tanakama et Rabbi Yossi? Et d'après Hiya Barav, quel est le point de divergence entre Tanakama et Rabbi Yossi? Tanakama. Ok. Pour l'instant, on ne sait pas sur quoi est basée la majorité. Alors, on me dit... Selon Rav Huna, qui a dit que Rabbi Yossi
condamne le bonhomme à payer rétroactivement 50% des murs en dur. Alors, qu'est-ce que Tanakama voulait dire? Il condamne le bonhomme à payer quoi? Non, Tanakama lui dit tout simplement, un minimum, en jour, ça suffit. Bravo. 50% d'une clôture en roseau, en osier. C'est cela la Kavana de Tanakama. Ça, c'est facile. Et ça, on a fini, on a mis de côté. Bravo, ça c'est Ravuna. Ça c'est d'après Ravuna. Mais d'après Hiyabarav qui a dit que Rabbi aussi. C'est pas la même. Il y a moins de... C'est-à-dire Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi aussi que. Attendez. D'après Hiyabarav, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit dans la Mishnah? Bien que Réhouven ait construit des murs en dur, et il lui a construit le 4e mur en dur, il ne peut pas le condamner à payer rétroactivement 50% des murs en dur. Mais quoi? Que 50% de quoi? Quel frais? Roseau, c'est-à-dire même si c'est des murs en dur, d'après Rabbi aussi, selon Hiyabarav, il ne peut pas le condamner rétroactivement à hauteur de 50% des murs en dur. Il ne peut que l'obliger à payer 50% de clôture en roseau. Alors qu'est-ce que dit Tanakama? Même pas ça. Même pas ça. Même pas ça. Il a juste Bravo. 50% du prix d'un gardien. C'est tout ce dont il peut lui imposer. Moins cher encore. Rashi donne une réponse à une question implicite et légitime qu'on doit se poser. Est-ce que vraiment le prix que l'on paye au gardien est inférieur au prix de la clôture? Mais un gardien, a priori, si il faut le payer par rapport à sa présence constante et permanente, c'est sûr que ça va coûter beaucoup plus cher. Alors comment on peut imaginer que les frais pour payer un gardien, c'est inférieur aux frais d'une clôture même en osier? La réponse, nous dit Rashi, que le gardien, il est là pour garder que pendant un laps de temps très court. C'est quand? C'est lorsque le champ de blé a poussé, c'est-à-dire que les gerbes ont poussé. C'est pas toute l'année, c'est juste la période depuis que le blé a poussé et jusqu'à la période où on va moissonner. C'est cette période-là où on a besoin d'un gardien. Donc la période de risque, elle est à ce moment-là. C'est pour ça que ça coûte moins cher qu'une clôture permanente. Ok. Alors à Botaï, la Gemara nous a donc donné 2 interprétations possibles. L'une selon Rav Huna et l'autre selon Hiyabarav. Mais elle va nous donner encore une 3e interprétation. Veiba itima. Rishona, Shnia ou Shlishit et Kabenayhu. Tanakama savar revi'it ou de yahivle. Aval Rishona, Shnia ou Shlishit. Lo yahivle. Rabbi Yossi savar Rishona, Shnia ou Shlishit nami yahivle. C'est très très beau. Maintenant, ce matin, on n'a que des bonbons. Regardez. La Gemara nous dit, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi, elle est à savoir, quand on a dit que si jamais il a clôturé même le 4e côté, désormais on peut le condamner à participer aux frais, mais est-ce que on peut le condamner à participer aux frais rétroactivement, même des 3 premières clôtures, ou bien que de la 4e clôture? Selon Rabbi Yossi, on a dit rétroactivement, mais Galgelin Alav et Hakol, c'est-à-dire Rishona, Shnia, Shlishit, Revi'it, 50% de tout. Mais d'après Tanakama qui a dit, il a clôturé 1, 2, 3, non, pas tout, il n'est pas chayav, ça s'arrête là. On en a déduit, mashma, que s'il a clôturé le 4e côté, oui, il est chayav de payer. Chayav de payer quoi? Que 50% du 4e côté, mais il ne payera rien de la première clôture, 2e et 3e. Pourquoi? Étant donné que Shimon, qui a été entouré des 4 côtés, quand Réhouven avait construit 1, 2, 3,
Est-ce qu'ils pouvaient le condamner au Beddin? Beddin disent non, Shimon, tu n'as pas besoin de participer aux frais. Tu es patour. Première, deuxième ou troisième clôture, tu es patour. Maintenant qu'on lui a dit patour, on ne va plus revenir là-dessus. Finish. Il reste patour ad vitam aeternam pour les 3 premières clôtures. Ce n'est que la 4e clôture. Pour celle-là, il payera 50%. Nouvelle interprétation. Allez les amis, encore un bon chocolat. Regardez ça. Ibaitima makif nika fika benayu. Detana kama savar. Tama de Amad Nikaf, ou de Megalgelin alav et akol. Aval Amad Mekif, eno noten lo, ela de me revirit. Et Rabbi Yossi savar, loshna Nikaf, veloshna Mekif, im Amad vegadar, Megalgelin alav et akol. C'est-à-dire, la mahloket entre Rabbi Yossi et Tanakama, on peut la comprendre ainsi. Quel est le din si c'est la personne elle-même, c'est-à-dire Shimon, qui avait le champ au centre. Lui, c'est lui-même qui a clôturé le 4e côté. Alors il a démontré que ça l'intéresse. Et il dit maintenant que j'ai fermé le 4e côté, superbe, je suis en sécurité absolue, car je suis clôturé des 4 côtés. Quelle merveille! Alors là, même Tanakama est d'accord pour condamner rétroactivement Shimon à participer aux frais des 3 premières. Pourquoi? Puisqu'il a fermé le 4e côté, il profite des 3 autres. Il a montré que ça l'intéresse. Alors il paiera 50%. Rabbi Yossi dit, même s'il n'a pas montré que ça l'intéresse, on l'oblige à payer rétroactivement 50% des 3 premières. Et Rabbi Yossi donc dit Loshna nikaf, loshna mekif, im hamad vegadar megalgelin alav takol. Lishna harina, makif venikaf ikabenayu, tanakama savar, im gadar mekif et arvirit nami yaivle, et Rabbi Yossi savar, im hamad nikaf, vegadar et arvirit ou de yaivle, dégale date de nihale. Aval im gadar mekif, lo yaivle mide. C'est-à-dire, selon la deuxième version, c'est le contraire, juste le contraire. C'est Rabbi Yossi qui est cool et qui dit quand est-ce qu'il est hayav Shimon à participer. Il est hayav de participer aux frais seulement si c'est lui-même, le nikaf, qui a fait le 4e mur. Alors là, il a montré que ça l'intéresse. Mais sinon, si c'est le makif, il ne payera rien du tout. Alors que d'après Tanakama est mahmir. Et il dit Loshna Mekif, Loshna Nikaf. Peu importe qui est-ce qui a fermé le 4e côté, il doit participer, à partir du moment où il est totalement sécurisé, il doit participer à 50% des 4. 50% des 4. Mais maintenant, Rabotai, écoutez un très beau pirouche du Gaon de Vilna. Et là, vous allez vous régaler. Il est écrit dans la Mishnah. Pirkei Avot. Al korhach ata notzar. Al korhach ata nolad. Al korhach ata hay. Al korhach ata met. Al korhach ata ati liten din vecheshbon lifnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch. Malgré toi, tu as été formé à l'état embryonnaire. C'est-à-dire tu es devenu un fœtus. Tu n'as pas choisi d'être un fœtus. Malgré toi, tu es né dans ce monde. Malgré toi, tu vis dans ce monde. Malgré toi, tu quittes ce monde. Malgré toi, tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu as fait dans ce monde. Alors la question qu'on a posée au Gaon de Vilna, mais Mazé, le bonhomme n'a rien choisi. Pourquoi est-ce qu'il va être jugé sur son mauvais comportement? Est-ce qu'il a choisi de naître? Il n'a rien demandé à ses parents. Il a été formé à l'état fœtal. Il est né comme un bébé. Il a grandi, il a vécu.
il a fait des bêtises, et après on lui dit, dis-moi, pourquoi tu as fait ça et ça et ça? Il va devoir être jugé pour tout le mal causé, comme il sera récompensé pour tout le bien réalisé. Mon rêve est Rabotaï, mais où est la justice? Après tout, il n'a rien demandé. La réponse, écoutez ça, c'est trop beau. Après ce qu'on a étudié aujourd'hui, écoutez ça. Gadar et Arishona, et Ashnia, vet Ashlishit, en mechayvim oto. Pour la première clôture, la deuxième, la troisième, il n'y a pas de condamnation. Il n'est pas obligé de participer aux frais. Rabbi Yossi dit, Im Hamad vegadar et arvi'it, megalgelin alav et akol. Si le bonhomme a construit lui-même le quatrième côté, alors rétroactivement, il s'avère que ça l'intéressait, les trois premiers. Il ne peut pas dire non, je ne suis pas tour de payer pour les trois premiers. Non, non, j'ai rien demandé. Eh bien non, puisque tu as montré que ça t'intéresse, la preuve, c'est que tu as fermé le quatrième côté, donc les trois premiers t'intéressent. Tu payeras rétroactivement 50% pour les frais de toutes les premières clôtures. Écoutez ça. Al-Korhach atan motzar, Al-Korhach atan nolad, Al-Korhach atahai. Tu as été conçu malgré toi, tu es né malgré toi, tu vis malgré toi. Alors tu peux penser que dans ce cas-là, tu peux dire à Dieu après 120 ans, mais je n'ai rien choisi, je n'ai rien demandé. Pourquoi je suis arrivé au monde? On lui dit, quatrième Al-Korhach, Al-Korhach atamet. C'est quoi Al-Korhach atamet? Malgré toi, tu décèdes. Mais écoutez. Al-Korhach atahai et Al-Korhach atamet, c'est contradictoire. Si tu dis malgré toi tu vis, comment c'est possible de dire malgré toi tu meurs? Mais c'est ou bien malgré toi tu vis, ou bien malgré toi tu meurs. Ça ne peut pas être malgré toi tu meurs si tu n'as pas envie de vivre. Parce que si tu n'as pas envie de vivre, alors tu dois mourir de bon gré. Et si tu dis que non, tu meurs malgré toi, ça veut dire que tu n'as pas envie de mourir. Si tu n'as pas envie de mourir, c'est que tu as envie de vivre. Si tu as envie de vivre, alors rétroactivement, il s'avère qu'il n'y a plus de Al-Korhach. Il n'y a plus de Al-Korhach atanotzar, Al-Korhach atanolad, Al-Korhach atahai. Au contraire, tu dis non, j'ai pas envie de mourir, je suis très bien ici. Tu es très bien ici, alors tu es responsable de ton comportement. Désormais, tu ne peux pas vivre n'importe comment, tu dois suivre les préceptes de la Torah, puisque la Kadosh Baruch Hu a régi ta vie selon Torah et Mitzvot. C'est l'explication du Gaon de Vilna.